Alors ça y est les amis, on est parti pour ce Title Tuesday qui est hyper fort aujourd'hui. Il y a Hikaru Nakamura, Alireza Firouzja. Nous on va suivre Magnus Carlsen. Alors si vous me demandez pourquoi on ne suit pas Alireza, c'est tout simplement parce qu'il est en ce moment à son tournoi au Grand Chess Tour qui débute demain avec une partie contre MVL. Et donc je sais pas, comme il joue depuis une chambre d'hôtel, ça se peut qu'il troll le tournoi. On va donc décider de suivre Magnus. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Et donc ça a démarré par D4, cavalier F6, cavalier F3. Vous avez vu Magnus qui a rapidement mis le pion sur la case C5, donc avec l'idée de mettre la pression sur le centre, et Waterfall qui ne mange pas pour le moment le pion C5. Alors il serait totalement comestible hein, ce pion pour les blancs, mais il se dit que ça va renforcer la puissance du fou G7 sur la grande diagonale et que ce pion pourrait de toute façon être condamné en C5, le pion blanc, peut-être par des coups comme cavalier E4. Il joue B3, donc il décide avec les blancs de venir dans le vis-à-vis avec le fou en B2. Magnus qui s'empare du pion D4, donc il profite que les blancs ne puissent pas prendre de la dame à cause de la découverte, et les blancs qui reprennent du pion D et maintenant D5. Et oui, puisque maintenant le fou vient en B2, mais maintenant qu'il y a eu l'échange du pion C contre le pion D, eh bien le fou B2, vous voyez, ne peut plus s'ouvrir hein, puisque le pion n'est plus en contact avec le pion C5, et on peut, ça c'est très pédagogique ce que je vais vous montrer ici, on peut donner plus de puissance pour le fou G7 qui lui tape sur un pion alors que le fou B2 lui tape contre son pion. Donc vous voyez, dans ces kamehameha entre les deux fous, eh bien on sent que celui du fou de case noire est plus puissant. Une autre chose aussi que l'on peut remarquer, c'est que le pion D4 est cloué. En tout cas, si on mettait quelque chose en C5, un cavalier par exemple, eh bien après pion prend, on pourrait avoir fou prend B2. Donc c'est un autre des petits avantages que les noirs ont. Et là je me demande s'il veut pas jouer pour cavalier F4, cavalier E6 même Magnus, pour venir vraiment malaxer le pion D4. Donc cavalier F4, ah il fait cavalier F1, je m'attendais plutôt à fou F1 personnellement, et donc là Magnus qui doit hésiter à venir prendre le fou E2 puisque les noirs pourraient gagner le bénéfice de la paire de fous, mais il se dit peut-être que ce fou n'a pas vraiment de case où aller, et donc on le laisse parce que finalement s'il va en B5 on pourra le chasser avec A6 et on est plus ou moins sûr de s'en emparer de ce fou E2. Donc c'est pour ça que Magnus commence par fou E4. Et donc il maintient un peu toute la pression de la position. D'ailleurs vous pouvez observer que le pion G2 est potentiellement sous une double prise, une prise de judoka du cavalier, ou de catcheur plutôt, du fou E4 et du cavalier F4. Parfois hein, on pourrait avoir un sacrifice avec un cavalier prend G2 qui arrive. Alors là c'est plus du tout d'actualité après cavalier E3, mais tout de même je tenais à vous le montrer. Une autre chose auquel on peut penser peut-être à un moment donné, c'est un cavalier prend E2, fou prend F3 et cavalier prend D4 hein, pour tout échanger, tout dévier et manger D4. C'est sûrement pour cela que les blancs ont joué C3, mais regardez, maintenant que le pion est en C3, le fou B2 n'a vraiment plus d'activité, et les noirs peuvent avoir parfois l'idée de jouer avec E5 ici, d'échanger le pion D contre le pion C et d'obtenir un fou tonitruant au centre de l'échiquier. Alors il joue ici prise F3, il donne ce fou parce qu'il voulait pas que le cavalier revienne en D2, et il joue cavalier A5. Donc là l'idée c'est un changement total de structure. On vient toucher le pion B3 et je pense qu'on va vouloir pousser le pion à l'avancée, c'est chose faite, pour mettre le cavalier en C4. Et regardez Magnus qui veut échanger les pièces et rester avec la bonne pièce, le fou de case noire, avec tous les pions sur case blanche, face au fou de case noire adverse avec tous les pions sur case noire. Et vous voyez que finalement il a dominé, aussi un peu grâce au calcul et à la tactique hein, bien évidemment, mais il a complètement dominé stratégiquement son adversaire Magnus. Et là c'est un avantage qui est extrêmement visuel. Et là Magnus va sûrement enchaîner à un moment donné avec un dame C7 qui menacera fou prend C4, fou prend D4 pardon, pour appuyer sur le clouage. Alors il le fait avec fou H6, pourquoi pas, de toute façon l'avantage est net, clair et précis, et il va gagner cette partie très tranquillement. Je me demande s'il va essayer de jouer B5, A5, A4 pour encore avancer sur l'échiquier et prendre de l'espace. Ça peut être une option. Donc il joue à 5, ouais, et peut-être B5 à 4 pour encore un petit peu limiter l'adversaire.
et après jouer avec les mains libres de l'autre côté. Donc c'est une option. Il peut aussi garder un statu quo entre les pions A et les pions B pour se garder le plan de prendre et peut-être de décaler son jeu sur la colonne A. Donc c'est pour ça que pour le moment Magnus Carlsen garde l'attention. Tour A1, H4, donc il met un pion sur case noire, mais c'est avec l'idée de prendre de l'espace et de fixer la structure de pions adverses, et donc les pions G2 et H3 hein, qui sont pour le moment, enfin qui sont bloqués. On peut plus jouer G4, et donc c'est une pression comme ça qui monte, et là il va peut-être jouer par la suite aussi avec un plan comme G5, F5, G4. Malheureusement, comme souvent dans ce type de position, les blancs qui sous une pression énorme commettent une grosse erreur, donc tour 1 il laisse fou D2, mais c'est toujours comme ça hein. Parfois ça m'arrivait quand je donnais des cours que les gens me demandaient ah ouais mais si l'adversaire ne fait pas de gaffe, comment on termine. Bah le truc c'est que à un moment donné quand la pression s'augmente, on joue pas contre Stockfish, contre un ordinateur qui ne fait pas de faute, et il faut aussi se dire que sous une grosse pression, bah, l'adversaire finit souvent par faire une erreur, et ça fait entre guillemets partie du plan de gain que d'exploiter l'erreur. Et là regardez, très bien joué le tour E1 parce qu'il veut mettre la tour en G1 et attaquer le pion par derrière. Alors là la tour vient, mais il va peut-être jouer avec F4, mais de toute façon il y a deux pions d'avance pour Magnus. La tour est complètement bloquée. Bon, il va envoyer les pions, le pion E. Maintenant, il n'y a pas grand-chose à faire. Waterfall qui profite encore un petit peu de cette partie. Mais là, E5, il veut E4 et tour prend G2. Maintenant, Magnus, il va faire E4 et roi E5, je suppose. S'emparer du pion G2 au coup suivant. Il faudra juste éviter les pattes. Il aurait peut-être pu tenter tour C5, tour prend G2 et tour prend D5. Ça aurait été marlou, ça, de la part des blancs. Il y avait encore ce micro-piège qui pouvait traîner. Et là, la position aurait de nouveau été égale. Donc, dommage de ne pas l'avoir tenté. Mais en tout cas, très belle victoire de la part de Magnus Carlsen qui remporte la partie sans réelle difficulté. Mais une partie très stratégique et très instructive. Et Magnus Carlsen qui va chasser dans les eaux norvégiennes contre son compatriote Mads Vetsby Ellingsen. Il a les pièces blanches. Magnus, on va voir ce qu'il décide de jouer. Magnus, il peut un peu tout jouer. Et il joue G3. Enfin, ils peuvent tous tout jouer, mais Magnus, il a encore plus de variations que les autres. C'est ce qu'on va dire. Donc, il joue avec G3 et pas fou G2. Il joue C4. Donc, ça peut ressembler à des catalanes un petit peu dans l'esprit, sauf que le pion reste en D2. Donc, vous voyez que ça ressemble un peu à la première partie à couleur inversée, finalement. Les blancs qui sont allés chercher avec C4 l'échange du pion D5. Pourquoi est-ce qu'on veut échanger ce pion D5 avec les blancs? Parce qu'on veut faire rayonner le fou le long de la grande diagonale. Et là encore, vous allez voir, il va mettre le fou en C3, Magnus, et on va comparer les fous. Ça va être comme dans la première partie. Alors là, à savoir que sur E4, pion prend E4, fou prend A1, dame prend A1, les noirs ne peuvent pas se permettre de se séparer de ce fou du fianchetto. Fou C3 était une vraie option aussi. Hein. Mais Magnus, là, en fait, il veut B5 et cavalier prend. Et je pense que sur A6, il va jouer le fou en C3 maintenant. Non, il joue A4, il veut jouer B5. Donc oui, E4, c'est pas vraiment une option. Hein. Pion prend, fou prend 1. Sans le fou du fianchetto, le roi noir sera trop affaibli. Et la tour en C1. Donc vous allez voir la partie qui va très bien se dérouler là pour les blancs. Le fou G7 qui est nettement moins fort que le fou G2. Ça c'est visuel, hein. On voit que le fou G2 va être ouvert, et les noirs qui vont avoir un problème sur la colonne C entre le pion C7 et le cavalier C6. Ça va être nettement trop fragile à mon avis côté noir. Le cavalier qui vient en E3 et Magnus qui va vouloir taper hein, sur cette colonne. La tour qui vient en C5, c'est bien joué. Il augmente aussi la pression au passage sur le pion E5, le pion B5, mais son idée c'est vraiment de venir pilonner la colonne C. Pion prend B5, tour prend B5, ça a l'air d'être un joli coup ça. Magnus qui est pas aussi dominateur qu'on aurait pu l'imaginer dans cette partie. Son adversaire qui est assez précis en défense, Magnus qui est pas forcément hors de tout reproche, exempt de tout reproche. Il laisse peut-être un cavalier prend B4, la position est un peu plus compliquée que ce que j'imaginais, mais il y a quand même ce vrai problème hein, sur la colonne C et le problème sur le pion H6. Vous voyez que le dame C1 est une double attaque, hein, il attaque deux choses en même temps, et donc Magnus, on va dire qu'il va plutôt réussir tactiquement à revenir dans la partie, sauf que là il fait tour prend C7 et c'est une gaffe. Il fait pas une grande partie à cavalier B C6, c'est pas une belle partie du tout.
du côté de Magnus Carlsen qui commet des erreurs hein, qui étaient un peu étranges. Vous l'avez peut-être ressenti dans mon commentaire, j'ai été surpris à plusieurs reprises par les coups de Magnus qui est un petit peu nonchalant dans cette partie et qui se retrouve tout simplement moins bien après cavalier B C6. Il va perdre la qualité, c'est une erreur vraiment monumentale hein, pour lui, peut-être un petit peu trop facile, un adversaire supposé nettement plus faible, il y a 550 points Elo d'écart et même le grand Magnus Carlsen, plus grand joueur d'échecs de tous les temps, ne peut pas se permettre de prendre ses adversaires à la légère. Les échecs c'est un jeu vraiment qui est difficile et il faut souvent mettre les petits plats dans les grands pour l'emporter. Et là il joue H4, donc l'idée c'était de provoquer H5 et essayer un cavalier G5 échec pour s'en prendre au cavalier C6. Évidemment son adversaire qui l'a vu. Et là Magnus a une position très difficile hein. Si les noirs réussissent à échanger les dames, après je pense que le pion A sera très compliqué à arrêter pour la paire de fous blanches qui arrive pas vraiment à rayonner. Alors après là il va aller chercher du dame C6, du fou E4, Magnus essayer de se réinstaller sur l'échiquier, il passe le roi en G2, c'est un coup qui semble être utile à moyen terme. Et là ça va faire la tremblante côté norvégien. Ah, je me demande s'il peut jouer dame C6 et tour 1. Ouais c'est ce qu'il fait maintenant. Et ça peut être très gênant, il y a du fou G5 qui rentre aussi. Là, c'est pour ça que Magnus il se permet de jouer si facile, c'est que même quand ça se passe mal, on a l'impression que ça se passe quand même bien. Et là il échange les dames et il met la tour en A1. Alors pourquoi il le fait dans ce tempo là? Parce que là on est dans un tempo où les noirs ne peuvent pas défendre leur pion A6 facilement. Et sur tour B6 il y a fou A5, tour D6, fou B4 je suppose. Là il va mettre le fou en A5 Magnus. Et il a tout vu évidemment hein, le plus grand joueur de tous les temps. Le pion A6 est fragile et donc s'il récupère le pion A6 on peut considérer que l'entrée dans cette finale est possible. Mais le problème c'est qu'après fou 1 tour B6 ça donnait simplement match nul. Donc Magnus qui va essayer d'un petit peu travailler, c'est très bien joué de la part de son homologue ce tour F7. Il va essayer de remettre la tour en A7 mais Magnus va vouloir jouer fou C5 et il contrôlera les cases A7 et A8. C'est encore une nouvelle fois très bien joué fou B4. Là il est costaud le garçon. Et là c'est vraiment dur pour son adversaire parce qu'il a une bonne position. Mais dans la tête, il sait qu'elle est quasiment intenable contre Magnus Carlsen. L'impact psychologique qu'il met sur ses adversaires est monumental. Et même, comme je le disais, lorsqu'il fait une mauvaise partie, là, je pense qu'il va jouer fou A3 pour tour A2, fou D5. Je pense qu'il veut ça. Mais fou A3, il y avait tour B6. C'est pour ça qu'il fait fou D6. Tour B6 quand même. Et fou C5. Alors là, tour qui peut pas aller en E6, ça il va en B6, il pousse. Il se prend un fou C6, ah sur tour B6 il y a fou D5, tour A7, fou C5. Je crois qu'il est pris, mais il y a tour D7 encore. Ah mais il y a tour prend A5 maintenant et protège. Ah ou fou C4 et il n'y a pas de tour A7 à cause de fou C5. Là, il est monumental, hein. Vous avez vu, avec son jeu de jambes des fous, il a réussi à gagner à 5 dans les meilleures conditions possibles. Et maintenant, il va aller chercher un fou D6, un fou D5, un fou E4 et revenir taper sur le pion G6. Et son adversaire qui a pas perdu autant, je pensais qu'il allait imploser. Là, Magnus va peut-être enchaîner par fou D5, fou E4 maintenant. Ah, il y a tour A6 aussi qui donne envie pour aller taper avec fou F7. Mais je pense qu'il va, il va revenir, vous voyez, il va revenir vers la case E4. Ah, il vient vers F7 et là, il a du fou A3. Attaque la tour et il va réussir à bouffer G6. Ah, il le bouffe même direct. Et ça perd pour les noirs. Mais quelle partie de Magnus. Il a fait ce petit jeu de jambes là sur la colonne A qui lui a permis de récupérer le pion. C'était très bien joué de sa part. Et malheureusement, l'écart de niveau est encore trop important. Même en jouant vraiment en dilettante total, Magnus Carlsen s'impose sans aucun effort. Ou presque. Allez, troisième partie. Donc Magnus Carlsen contre Balázs Csonka, 2859 sur Chess.com. Ça y est, c'est en train de devenir plus sérieux pour Magnus. Cette partie-là, il va pas pouvoir faire comme dans la précédente. Il va devoir s'accrocher un petit peu plus. C'est sur D4, donc il a joué G6 et E4, D6. Donc ça transpose dans une moderne. Et c'est un genre d'attaque de 3 pions qu'on appelle une attaque autrichienne qui joue
avec les blancs. Alors c'est une ouverture qui est intéressante, Stackak Autrichienne, puisqu'on prend vraiment le contrôle du centre et qu'on se donne beaucoup d'avancées de pions comme E5 ou même F5 parfois pour casser la structure adverse. Après, ça a un défaut, c'est que quand on avance des pions, évidemment, on ne peut plus les reculer. C'est une palissade, mais c'est quand même réel. Et donc, on laisse de l'espace derrière et il va falloir cet espace le défendre. Et vous voyez là que Magnus donc, a échangé quelques pions. Et sur E5 qui viendra prendre encore plus d'espace au centre et éteindre quelque part le fou G7 puisqu'on va construire un énorme mur en face de lui, eh bien, les noirs obtiendraient en échange la case D5 et pourraient peut-être partir plus tard vers B4 ou vers E3. Donc petit roc a été joué et le prochain coup de Magnus, si son adversaire hongrois ne fait rien d'impressionnant, ce sera fou B7 hein, pour mettre la pression sur le pion E4 et c'est pour ça peut-être qu'il a joué tour B1 donc qui interdit le coup fou B7 en contrôlant la case et Magnus qui envoie E5. Alors E5 c'est un coup qui peut être lourd de conséquences puisque c'est un coup qui change complètement la phase de la partie et la structure de pion. La première chose que je regarderai avec les blancs c'est pion prend suivi de D5 avec l'idée de laisser les noirs avec un pion E5 qui bloquerait le fou adverse. Donc lui qui bloquerait son propre fou, donc il prend en E5. Je pense que Magnus est obligé de reprendre, en tout cas je ne vois pas d'autre option possible pour les noirs. Et sur pion prend E5 j'imagine qu'il veut jouer cavalier G4 donc pour faire une prise A3 sur le pion et potentiellement le récupérer avec une très bonne position après hein, puisque les blancs se retrouveraient avec un pion E4 isolé et finalement pas mal de cases faibles, notamment de cases noires derrière. Magnus qui n'a utilisé qu'une vingtaine de secondes jusqu'à maintenant, son adversaire qui a déjà consommé la moitié de son temps, qui prend le cavalier qui va venir à mon avis en G4. Alors est-ce qu'il hésite avec cavalier H5? Ça m'étonnerait. La case naturelle c'est vraiment la case G4. Alors après peut-être que le joueur hongrois tentera un coup comme E6. Alors E6 pourquoi? Pour désolidariser la structure de pion et affaiblir quelque part ce pion E6 qui sera un peu faible et qui affaiblira aussi le roi. Donc c'est pour cela que E6 semble être un coup naturel, mais les blancs n'ont probablement plus d'avantage. La position noire est un peu une position élastique et un coup comme cavalier C5 pourrait suivre qui touchera le fou, qui touchera le pion E4, qui touchera au passage peut-être même la dame pour un échange, qui protégera la case B7 pour le fou. En tout cas, les pièces noires sont en train de se développer de manière très positive. Le fou qui vient en A3, il touche la tour F8, mais cavalier E3 qui a été peut-être oublié. Alors il y a du dame B3 encore, la position est compliquée ici puisque les noirs veulent prendre en E6, prise F1. Alors je pense pas qu'ils puissent prendre E6 direct à cause de tour F7 qui permettrait de sauver la qualité. Donc ce qu'il veut c'est sur fou prend F8, cavalier prend F8, Magnus qui va lui permettre de défendre le pion E6 et donc des pièces vont s'échanger, mais finalement c'est peut-être les blancs qui peuvent se retrouver en difficulté. Pourquoi? Parce qu'ils vont se retrouver dans une position qui va être très ouverte. Il n'y a plus beaucoup de pions sur l'échiquier, donc position très ouverte, et les noirs qui ont le bénéfice de la paire de fous et un bénéfice double en plus de cela je dirais, puisqu'ils ont le fou de case noire et que les blancs ont beaucoup de pions sur case blanche combiné avec un fou de case blanche, donc ça peut être un réel problème. Ici Magnus qui réfléchit, je pense qu'il hésite avec dame prend F8, dame prend E6, roi H8, tour prend F1 et cavalier C5 en fin de variante qui pourrait être intéressant, et c'est pour cela qu'il marque un temps d'arrêt et un temps de réflexion à mon avis Magnus dans cette position, à moins qu'il y ait aussi des idées comme cavalier prend H2, fou prend G7, cavalier prend F3, échec. Est-ce que ça peut être aussi un coup? Ça m'étonnerait hein. Franchement cavalier prend H2 ça paraît très très bizarre. Mais bon, peut-être que Magnus y réfléchit, il joue cavalier prend F8 le coup le plus naturel, et là il joue dame C7, et donc vous voyez il va essayer de capitaliser sur ce fou de case noire qui n'a pas son semblable côté blanc, et donc il a mis la dame en C7, tour C1, il peut gagner un temps sur le roi adverse avec un coup comme dame A7, échec au roi,
Il met la dame en D6, alors il zigzague, il se dit que de toute façon le roi est mal placé, le fou vient en C4 mais le pion est fièrement défendu par 2 pièces mineures chez les noirs, donc on va terminer le développement et peut-être préparer un coup comme tour B8 côté Magnus Carlsen. La position semble très difficile à jouer pour les blancs qui jouent E5, alors E5 c'est un coup que j'aime beaucoup parce qu'il se sépare du pion, il donne un pion en quelque sorte, mais pour prendre ce fou de case noire qui était bien trop dangereux, et il préfère jouer une position certes désavantageuse avec un pion de moins, mais avec en enlevant ce problème d'activité et en se disant que peut-être il peut réussir à transposer dans une bonne finale. Ici tour B8 est un excellent coup, gagne un temps sur la dame, et là le problème je crois c'est qu'il y a le pion A4 qui saute et il y a la tour en D1. Malheureusement Magnus était trop fort, il a tout vu très vite. Et là, il se retrouve maintenant avec une qualité et un pion de plus. Alors, il doit regarder pour terminer la partie en force. Essayer de caler un tour B1 quelque part. Est-ce que tour A8 gagne, par exemple? Avec l'idée fou D3, tour A1, c'était peut-être une option, mais dame D5 semble très fort, puisque l'échange des dames, évidemment, est une résignation totale. Et après dame 1, tour A8, il semble que le fou A6 ne soit pas sauvable. Et donc, son adversaire qui abandonne et Magnus qui tourne avec 3 points sur 3. Encore une partie avant la pause. Et au classement, est-ce que on voit un peu si ça répond? On voit Hikaru qui a 3 sur 3, Magnus Carlsen et Rigaisi. Et on ne sait pas encore si Alireza a mis le 3e point. En tout cas, des parties de grande qualité côté Carlsen. Et là, Magnus, ouais, voilà, on joue un joueur au-dessus de 3000 Elo. Ah, c'est Bharat, c'est un très très bon blitzer, c'est un jeune joueur indien qui est très très fort en blitz. Et là, ça va pas être la même limonade, la même mayonnaise. Et Magnus qui envoie le B3 et il laisse E5. Alors ça, c'est intéressant parce que dernièrement, les variantes à la mode, si vous avez un peu suivi la chaîne et que vous suivez un petit peu le haut niveau, c'est de commencer par cavalier F3 pour éviter E5 et jouer après B3 fou B2. Et là, Magnus qui laisse donc les noirs jouer le setup avec E5. Alors pourquoi ce setup est dangereux? On parle beaucoup de fianchetto dans ce début de tournoi, je suis en train de me rendre compte. Parce que ce pion E5, il est bien placé, plein fer, plein centre pour bloquer le fou B2. Et donc là, les noirs qui vont jouer avec G6. Alors ils jouent le setup avec le pion E5 et le fou en G7. Ça peut paraître un peu bizarre. Pédagogiquement, c'est dur à expliquer qu'on soit content de mettre le fou en face. Mais en gros, c'est vraiment pour limiter la puissance de ce fou B2. Là, c'est un des cas de figure où ça passe pas trop mal. Donc la dame revient en D6, le pion en D3. Le début de partie n'est pas forcément exceptionnel de la part de Magnus, mais on va voir sa magie peut-être s'opérer par la suite. Alors ici, pour les noirs, il y a déjà un coup qui donne envie, c'est cavalier A5. Pourquoi ça donne envie? Parce que ça permettrait de gagner la paire de fous. Il joue fou G4. Et là, les blancs, ils peuvent avoir quelques problèmes dans leur position. Déjà, ce clouage, il est désagréable. Il peut y avoir un truc comme H3, fou prend F3, dame prend F3 et E4. Bah, ça, je vais le montrer parce que c'est important comme tactique. Ça, c'était le problème. Il jouait là-dessus avec les noirs. Et c'est ça qui est difficile quand on explique ces parties, c'est que les choses qui arrivent aussi pour des raisons tactiques. Et donc, il met la dame en C2. Magnus, alors la dame en C2, elle a deux utilités. C'est déjà qu'elle sort du clouage du cavalier F3 et il vient aussi avec la dame en C2 protéger le fou B2. Donc dans certaines variantes, ça peut être utile. Et là, après cavalier A5, cavalier D2 et C5. Alors, C5, un coup bizarre, à vrai dire. Alors, je comprends qu'il veut empêcher D4 ou B4, mais d'un autre côté, il se met un peu dans du cavalier E4. Et ce pion C5 peut être une cible. Je sais pas, avec cavalier E4. Donc là, sur fou prend E4, il veut probablement prendre de D. Et là, il a ce cavalier en E4 qui est bien placé, Magnus. Alors là, il doit regarder qu'il prend C5, à mon avis. Parce que dame prend C5, fou prend F7, dame prend C5. Alors désolé de vous parler beaucoup de variantes, mais parce que c'est des choses que les joueurs regardent. Alors je vois grâce à la turbine que ça marche pas. Et je vais essayer de vous montrer pourquoi. Parce qu'il y avait cavalier prend C4, dame prend C4 et tour C8. Donc il jouait sur le clouage, ça a été vu par Magnus Carlsen. Donc il a joué G4 et fou D7. Ok, la position est extrêmement bizarre et extrêmement intéressante. Extrêmement intéressante la position là, très compliquée. La structure de pion des blancs est ultra bizarre puisqu'on n'a que des pions sur la troisième rangée. C'est très très étrange.
Il y a une harmonie ultra bizarre qui est en train de trouver Magnus. En fait, ce fou D5, il semble mal placé, mais il est pas touchable. C'est un Omar Sy en D5 en fait. Il est intouchable. Par contre, là, les noirs veulent cavalier D4, ED, CD, je crois. Et taper peut-être sur le fou C3 derrière. Donc oui, le fou D5 est pas touchable. Le cavalier E4 est chelou, mais peut-être bien placé. Bah, la position, c'est juste difficile de la comprendre. Il joue G5. Je trouve que le coup est archi logique. Parce que ça peut donner même des cavaliers F6 à certains moments qui donnent du matos. Et donc il joue tour D8. Ça aussi c'est très logique. Il veut fou E8 je pense pour toucher ce fou D5. Ok, dame E2. Alors il s'enlève de tout un tas de cavaliers D4. Fou F5, fou C4. Ça c'est normal. A6, B5. Donc il va jouer A4 pour empêcher B5 sinon le fou est enfermé. Et sur cavalier A7 pour pousser B5, il va jouer A5. Donc pour faire la prise en passant sur B5. Oh, la position est vraiment très étrange. Position très intéressante. Rarement vu des positions pareilles. Hein. Les échecs ont une richesse tout de même. C'est assez incroyable la richesse de ce jeu. Et là, une idée peut être H4. D'ailleurs, il y a fou prend E4 et dame prend G5 qui est peut-être une option. Je pense que ça inquiète vraiment pas Magnus. Parce que je pense qu'il veut prendre 2F et tabasser le pion F7 s'il fait ça. Et là, H4. La position est tellement bizarre. La position est tellement bizarre. Un cavalier D5, fou D2. D'accord, donc le fou était attaqué, il s'est replacé. Cavalier B6, alors il veut vraiment s'emparer du fou C4, mais je suis pas sûr que ce soit si bien. Oh! Fou A5 fait mal. Sur cavalier prend C4, il y a fou prend D8. Et ça touche la dame. Oh, il fait très très mal le fou A5. Ah, fou A5, ça fait très 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 mal. Il l'avait vu quand il a fait fou D2, cavalier B6, fou A5. C'était un bait. Et oui, maintenant il échange. Et en fait, la force de ça, je vais essayer de vous l'expliquer simplement, c'est que si on échange les fous de case blanche, le cavalier E4 domine le fou G7. Je sais pas si c'est visuel pour vous, mais le cavalier E4, il est installé sur une case où il n'est pas possible de le chasser. Et il va être nettement plus fort que le fou G7. Et à contrario, s'il avait pris le cavalier E4, le fou C4 était beaucoup plus fort que le fou G7. Et donc là, ça joue vraiment sur le fait qu'il a laissé au noir la mauvaise pièce mineure, Magnus Carlsen. Alors là, c'est bien joué, tour prend B3, parce qu'il touche le pion D3. Après, voilà, je vous explique un peu là, stratégiquement ce qu'il veut faire. Là, son adversaire qui est en train de trouver des ressources tactiques. Mais globalement, il veut jouer sur ce cavalier E4 plus fort que le fou G7. Et franchement, c'est visuel. Hein. Regardez le fou G7, il contrôle quoi? 1, 2, 3, 4, 5 cases, dont... on va dire 2 cases dont on se fiche complètement, alors que le cavalier blanc, bah, il en contrôle nettement plus. Après, comme je vous disais, la position reste très compliquée parce que les noirs ont une certaine activité. Là, il joue dame D7, il est en train de pilonner le pion D3. Et Magnus qui laisse le pion D3 en prise, il fait roi G3 pour contrôler la case H3 qui était une entrée, mais il veut tout échanger et jouer la finale en jouant sur le cavalier qui est nettement plus fort que le fou. Genre s'il prend tout en D3, je pense qu'il va vouloir tour B1 ou quelque chose comme ça. Et aussi remarquer quelque chose d'important, c'est que le pion A5 bloque les pions B7 et A6 qui peuvent pas avancer. Donc là Magnus a un pion de moins, mais là il va jouer la tour en B1 et les pions ne peuvent pas avancer, donc ils sont fixés. Et tour prend B3, tour prend B7, le roi noir est relativement faible, donc il met la tour en D7, c'est assez logique. Et maintenant cavalier C5 et il va prendre le pion B7, mais il y a fou F8 peut-être. Et le fou respire et surtout Magnus n'a pas de retour vers E4. Mais il veut peut-être tour B6, Magnus, c'est exact. Et cavalier D6 maintenant pour essayer de revenir vers la case E4. Regardez le roi noir qui est légèrement faible. Et sur fou prend D6, tour prend D6, les blancs qui sont mieux parce que le pion A6 est dans la visée, dans le viseur de la tour et que le roi blanc est plus actif. C'est pour ça que son adversaire n'a pas pris en D6 et joue cette finale. H5, c'est un coup ultra intéressant parce que Magnus veut H6 et mettre le roi noir dans un sacré réseau. Le pion qui est pris en H5, là Magnus qui va faire un tchic-tchac pour aller gagner le pion, récupérer le pion H5. Les noirs qui ont pour le moment un pion d'avance, mais le roi est très mal placé. Et Magnus qui va tenter de mettre la pression. Le pion A6 qui est menacé. Pour le moment, il est défendu, mais il y a peut-être cavalier F6, roi G7 et cavalier D7 ici, qui va faire une fourchette. Et il y a encore tour B4 échec, pas vu.
Mais bon, il y avait E4, je crois, qui faisait mal. Donc là, il a pris le pion Magnus. Et maintenant, il lui suffit plus que de sortir le cavalier pour remporter cette partie. GH3 prend H6, Roi F5. Il vient au contact maintenant du pion E5. La tour qui se décale. Et là, Magnus va lui jouer un petit Roi E4 des familles. Suivi de cavalier D7. Ça y est, le cavalier est sorti. Il va pouvoir ramasser le pion F5, le pion E5. Il y a tout qui tombe côté indien. Il y a encore A6 en prise. Et là, maintenant, il va mettre le cavalier en E5. Manger le pion F5, Magnus. Et aller pousser gentiment le pion. Oh, menace cavalier G4, tour H7 mat. C'est joli. Et ça va permettre de gagner une partie très stratégique et vraiment très joli dans sa construction, où on a compris en milieu de jeu quelque chose de fondamental sur lequel Magnus a joué, qui était incroyable. C'est qu'il a joué vraiment en plaçant ce fou A5 fou prend B6 sur le fait que quelle que soit la pièce mineure contre laquelle le fou F5 s'échangerait, la pièce mineure restante des blancs sera toujours plus forte et plus active que le fou G7. Il a réussi d'une position vraiment très peu orthodoxe à dominer stratégiquement son adversaire avec des thèmes stratégiques relativement complexes. Bravo Magnus qui tourne à 4 sur 4 et qui nous a déjà offert 4 magnifiques parties jusqu'à maintenant. Ah, une belle partie ici avec Magnus Carlsen contre Minley. Alors ça devrait être un système de Londres normalement. Normalement, Minley, avec les blancs, c'est système de Londres. Surtout dans ce match-up, je pense qu'il va partir pour ça. Après, il dépense pas mal de temps, le blitzer grand maître et international vietnamien avec les pièces blanches. Wow, de le laisser comme ça 30 secondes d'avance d'entrée à Magnus Carlsen, c'est pas la meilleure idée du monde de son côté, mais peut-être qu'il n'est pas revenu assez vite de la pause pipi. Ah là 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 là, la vidange qui est encore en train d'être vidée. Il aurait mieux fait d'enlever le jus des olives avant de reprendre le tournoi. Parce que là, c'est compliqué. Ah, c'est compliqué de commencer une partie contre le meilleur joueur de tous les temps avec 1 minute de retard. Ah, c'est étonnant là ce qu'il est en train de faire, Minley. Tout simplement pas revenu à l'heure. Il a mal calculé le temps de la pause. Ah ouais. Là, c'est étonnant. À une 45, là, il se met quand même en grande difficulté, Tuan Minley. Il se met en immense difficulté. Tiens, je vois mon score contre lui au passage. J'ai 110 défaites. Ah non, c'est contre Magnus. Il a 110 défaites, 38 victoires quand même et 23 nuls. Sûrement des bons résultats en belette, hein. C'est un gros spécialiste des belettes, Minley. Un joueur qui peut jouer très vite et très bien. Mais là, il est en train de se mettre dans une difficulté monstre, hein, en gaspillant son temps comme cela. Bah, il est tout simplement pas devant l'ordinateur. Il a eu un bug d'internet, redémarrage. On ne peut pas savoir. Mais ça y est, il part avec D4. Alors, est-ce que Magnus va rendre le temps? Non. Est-ce qu'il va jouer un système de Londres? Oui, hein, je vous avais dit D4, cavalier F3. Il avait l'ambition de jouer le système de Londres. Et là, sur B6, il joue fou G5. Donc, comme beaucoup de joueurs de système de Londres, enfin beaucoup, comme certains joueurs de système de Londres, il joue des ouvertures de type un petit peu Trompowski sur le cavalier F6, qui permet de garder finalement un petit peu le même esprit. Et Magnus qui joue... comme à son habitude, sur un fianchetto. Il adore jouer, Magnus, en tout cas en blitz, sur la force d'un fianchetto. A4, A6, l'idée c'est que sur A5, on va avoir B5. C'est pour ça qu'il a joué ce coup. Et là, Minley qui prépare peut-être une poussée E4, mais Magnus qui arrive en premier au centre, enfin... Qui combat le centre avant que Minley s'en empare complètement avec E5. Il faut toujours faire attention aux E4, hein, là, qui peuvent potentiellement faire une fourchette et gagner une pièce. Plus qu'1 minute pour le joueur vietnamien qui décide de jouer E4. E4, un coup intéressant. Je me demande s'il peut y avoir ED, CD, cavalier E4, fou E7, dame E7. Enfin, avec tout un schmilblick qui gagnerait un pion E4. Magnus qui l'a pas du tout envisagé au coup précédent. Il clique quand même assez vite ses coups. Ah, c'est un Magnus, ça peut être un joueur de type cavalier H5 si ça marche aussi. Mais c'était possible que ça marchait pas. Mais là, il y a peut-être qu'il prend E4 en fait. Qui a un truc très thématique, hein. Quand vous avez deux fous comme ça face à face, quand vous prenez en E4, ce que ça va faire, c'est que ça va attirer l'autre fou en E7. Donc ça va vous permettre d'avoir votre dame en E7 qui protégera le cavalier E4. C'était sûr qu'il calculait ça. Ça, c'est vraiment une combinaison tactique très thématique. Donc sur fou prend E4, fou prend E4, cavalier prend E4, évidemment on veut jouer
fou prend H4 à la fin. Et si les blancs viennent prendre E7, on veut reprendre E7 et on défendra le cavalier E4. Donc là, toute la question pour Minley, c'est de savoir s'il peut avoir un tour E1 à la fin qui créera un clouage sur la future dame E7. Donc l'échange en E7, Magnus qui a carrément pré-move, il a quasiment maintenant 2 minutes d'avance à la pendule, Magnus Carlsen, et je crois qu'il veut tout simplement fou prend, et tour E1, D5 ou F5. Alors ça va être l'un ou l'autre, je pense plutôt D5 en vérité, mais F5 est complètement possible aussi, en fait je sais pas. Les deux sont très possibles. Juste D5, t'as l'impression de te mettre un peu au centre et de garder ton pion F7 près du roi, mais tu peux aussi partir du principe que tu peux faire F5. Je pense que les deux allaient. En tout cas, lui joue D5, donc il surprotège son fou. Et à voir, est-ce que sur cavalier D2, F5, il y a un problème avec F3? C'est vraiment toute la question là encore. C'est toute la question. Est-ce qu'on peut vraiment soutenir le fou avec F5 et rester avec un pion de plus? Ou est-ce que sur F5, il y a F3 et on n'a pas de bonne manière de sortir du clouage? Alors moi, je pensais qu'on est peut-être un dame F6, pion prend E4, dame prend D4, échec. Mais il peut potentiellement y avoir un problème dans cette variante. Il le fait en tout cas. Et donc je pense l'idée sur F3, c'est vraiment dame F6 et de venir taper sur ce pion D4. Magnus qui a vu la même chose, Minley qui joue dame B3 et maintenant dame F7 donc qui vient casser le clouage et Magnus donc qui gagne un pion. Oh, il n'y a pas pion prend E4 à cause de fou C4. C'est bien vu. Ah mais C5 c'est très bien vu. Menace C4 fourchette et sur pion prend C5 il veut cavalier prend C5 avec une tripletasse. Et oui, dame A2 et maintenant un petit coup de C4 je pense qui va attaquer le fou. Et qui va permettre d'avoir dame prend F2, pion prend E4 dans la foulée. Et abandon de Minley. Victoire facile pour Magnus Carlsen qui passe à 5 sur 5. Le retard à l'allumage côté Minley lui a été fatal. Donc Magnus toujours leader de ce tournoi. On va voir le classement. Donc Magnus Carlsen premier avec... Gurel, premier ex-aequo, Hikaru Nakamura, Frédéric Svaneux. Allez, c'est reparti. Magnus Carlsen contre Eric Gaisi. Je vais vérifier que ce soit bien lui, mais j'en suis quasiment certain, ouais, contre Arjun. Alors là, les amis, ça va envoyer du méga lourd. Eric Gaisi, un des tout meilleurs joueurs du monde. Là, on est vraiment, pour moi, hein, dans ce qu'on voit sur les dernières saisons, dans le top 5 mondial. Et Magnus qui perd du temps là d'entrée. Et qui commence par cavalier F3. Alors est-ce que c'est le cavalier F3 pour B3 ou pas? Eh oui, c'est le cavalier F3 B3. Ah, ça y est, là on est rentré dans une autre galaxie de joueurs. Et donc contre Eric Gaisi, Magnus qui change de braquet et qui pousse D4 et E3. Alors je vous ai dit qu'on n'aimait pas trop mettre les fous derrière les pions, c'est vrai. Mais là on est dans des cas où on veut jouer sur l'espace et sur la prise du centre. Et vous voyez que c'est Eric Gaisi lui-même qui met le pion en C5 et donc qui a proposé l'échange des pions, ce qui laisse rayonner le fou de Magnus. Si vous comparez avec la première partie qu'on a vue dans le tournoi, il y avait eu un échange en D4 entre le pion C et le pion D, ce qui avait laissé le fou emmuré derrière le pion. Bon, donc là, il y a du développement. Les noirs ont une majorité centrale, mais en réalité, l'idée des blancs, c'est qu'ils veulent profiter en fait, de l'absence de pion D pour contrôler le centre avec la tour. Et là, le petit coup de H3, c'est bien joué parce que en fait, il veut dire aux noirs qu'ils n'ont pas vraiment de plan. Donc, il améliore petit à petit sa position. H3, tour D2, tour D1. Et Magnus, il va vouloir comme ça petit à petit l'enfermer. Là, il va enchaîner peut-être avec dame B1, dame A1 et cavalier D5 ou cavalier D5 direct. Et là, Magnus est vraiment en train de lui faire une prise d'étranglement. C'est-à-dire qu'il prend vraiment de l'espace. Là, sur cavalier prend, peut-être qu'il peut même jouer pion prend, fou prend B2, pion prend C6. Allez, je pense que c'est ça. Pion prend D5, il n'y a pas fou prend B2 à cause de pion prend C6. Et tout sera attaqué côté noir, donc il va devoir bouger le cavalier, il va aller en B4 probablement, dame B1, fou prend B2, dame prend B2, mais le pion D5 est maintenu en vie grâce aux deux tours, vous voyez qu'ils sont très bien placés, et maintenant il va mettre un fou peut-être en C4 pour tout bloquer et il va utiliser ses mains libres pour aller attaquer le roi. Alors ça va pas être simple à faire, mais vous allez voir, il va peut-être essayer fou C4, E4, E5, quelque chose comme ça. Bon, il commence par A3, ça mange pas de pain, cavalier D5 c'est hors de question, j'aurais dit, parce que tour prend D5, fou prend D5, tour prend D5, alors oui c'est 6 points contre 6 points, mais on va pouvoir créer beaucoup plus de jeux avec deux pièces qu'avec une tour et un pion. Donc la seule question c'est est-ce qu'il a un A4 en fin de variante. Enfin bon, c'est sur un truc tactique. Il le joue parce qu'il doit penser à avoir tour B7 et A4.
Ok. Bon, là, c'est vraiment tactique. Normalement, c'était plutôt à exclure cette prise en B5, mais cette prise en D5, mais ça peut peut-être passer pour une raison tactique, c'est que les blancs ont du mal à défendre correctement leur pion B3. Là, il va enchaîner avec un A4, en fait, et il va essayer de malmener le pion et de jouer sur un pion passé éloigné. Bon, c'est l'unique raison pour lesquelles ce qu'a fait Erigaisi passe, mais c'est aussi la force hein, d'un joueur comme Erigaisi, c'est que même pris dans les griffes de Magnus Carlsen, il trouve sa seule chance, et c'est une chance qu'on peut pas comprendre par la stratégie. On ne le comprend que c'est les bons coups, que par le calcul et par le concret. C'est là, en fait, aux échecs où vous pouvez avoir une difficulté à progresser à un moment donné, c'est que à partir d'un moment donné, pour pouvoir vraiment faire des choses difficiles aux échecs, il faut un niveau minimum de calcul, et c'est un niveau évidemment que les joueurs de très haut niveau ont. Et là, E6, D5, c'est encore très bien joué. Et Erigaisi qui veut jouer maintenant sur les pions, qui en arrivant en C4, en fait, ce pion, ils vont créer une barrière sur case blanche contre le fou E2. Et donc l'idée en gros, c'est qu'on va essayer de jouer sur ce pion qui va pouvoir être gênant pour les blancs parce qu'il sera passé, et qui en plus va être soutenu par une chaîne de pions sur case blanche. Et une chaîne de pions sur case blanche, quand elle est solide comme ça, c'est pas une faiblesse par rapport au fou E2, mais c'est une force, parce que le fou il vient taper tête la première il vient taper le casque en fait, voilà, pour bien que ça se voit, il vient taper le casque contre du dur et pas contre du mou, et donc ça fait mal au casque. Là il joue dame E5. D'accord, alors il veut évidemment jouer sur le clouage, et il veut peut-être aussi à certaines lignes où il y a le pion H4 qui peut être mal placé. En tout cas, c'est une belle partie. Et il a évidemment aussi tour B8 hein, qui arrive. Donc dame C1, cavalier prend B3, il veut peut-être tour B8 et essayer de taper sur B1. C'est pour ça qu'il prend de la tour, prise du cavalier, C4, cavalier D4. Voilà. Alors, ce qu'ont obtenu les blancs en échange de ce pion qui arrivait en C4, c'est qu'ils ont obtenu la case D4 pour le cavalier. Et maintenant, voilà, Magnus qui va jouer sur son seul point fort, qui est le pion A. Et sur tour A8, il va peut-être vouloir mettre le fou en D1 pour protéger ce pion. Cavalier B5 joué, dame... Ah, il n'a pas fou D1 à cause de dame E1. Ça a été raté. Ça a été raté par Magnus. Sinon, il n'aurait pas laissé. Il n'aurait pas joué cavalier B5 s'il avait vu fou D1, dame E1 échec. Mais il joue E4. Bien joué. Bien joué E4. Il laisse le pion A4. Mais pour jouer cavalier C3, j'imagine. Dame A5, ED. Bon, c'est hyper compliqué. Prise, il veut fou F3, D4, cavalier D5, et menacera dame prend C4, menacera cavalier F6, et sur dame C6, il doit avoir cavalier E7. Alors, il fait dame D2. Alors, quelle est l'idée? Franchement, c'est ultra compliqué. Ah, il veut tour D8, fou F3, D4, cavalier D5, et dame prend D4 sera imparable. Ah, c'est hyper compliqué. Ou il veut dame D4 pour fixer. Ah ouais, c'est hyper bien joué. Oh, le niveau de jeu. Le niveau de jeu est ahurissant. Il est ahurissant, le niveau de jeu. Donc là, il hésite entre fou F3 et fou F1. Ou pas. G3. Ah, il veut fou F3, dame 1, roi G2. Ouais, non, mais il est trop fort. Ah, il est trop fort. Oh, il est beaucoup trop fort, Magnus. Donc là, il veut dame F6, je pense, Erigaisi. Pour essayer d'échanger. Mais Magnus est beaucoup trop fort. Hein. C'est n'importe quoi, le niveau de jeu. N'importe quoi. Il y a beaucoup de choses qu'on voit pas tactiquement. Parce que c'est un niveau de jeu qui est stratosphérique. Ouais, dame C5, c'est la stratosphère. C'est la stratosphère parce qu'il n'y avait pas D4 à cause de cavalier E4. Il n'y avait pas dame prend C3 à cause de dame prend D6. Et là, il a bouffé les deux pions. C'est la stratosphère. Le niveau de jeu, c'est la stratosphère. C'est hallucinant. J'ai même pas le temps de voir, donc encore moins de vous expliquer toutes les combinaisons tactiques que Magnus Carlsen a eu à employer pour gagner cette partie. Mais je peux vous dire que c'est stratosphérique. C'est tout simplement hallucinant. Et donc là, il cherche une manière de terminer la game. S'il ramène le cavalier en G5, il est gagnant.
Mais il faut qu'il le fasse proprement. Et donc là, il joue dame A7 pour défendre. Il va mettre le fou en E4, je pense, et le cavalier en G5. Je suppose, mais je suis pas sûr. En tout cas, c'est bien joué de la part d'Erigaisi, hein, qui veut contrer sur F2 pour pas laisser le cavalier impunément naviguer. Ouais, il va forcer la finale, Erigaisi. Erigaisi joue très bien. C'est une très bonne séquence défensive de sa part. Ouais, malheureusement, il se fait taper le punto. Il a très bien défendu au prix d'une énorme perte de temps. Et donc Magnus qui prend H5 et qui gagne la game. Mais Magnus, c'est la stratosphère. C'est hallucinant comment il a réussi dans cette position, avec les noirs qui ont quand même cette masse de pions qui est très gênante pour les pièces mineures. Comment il a réussi... Non mais là, E4, c'est hallucinant. Le niveau de jeu est hallucinant. Pour cavalier C3, dame prend. Et pour dame D2, fixante. Et voir que les deux pions vont se faire bouffer. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Et salut étoile, j'espère que ça va bien se passer pour toi demain. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Pouah. Je sais pas comment on peut être aussi fort à ce jeu. Là la partie, c'est... C'est un autre level, en fait. C'est autre chose. Bon, moi, je joue pas au même jeu qu'eux, quoi. Allez, il joue maintenant Magnus Carlsen contre Gurel Yildiz, un très talentueux jeune joueur turc, excellent. Ces derniers mois, il a beaucoup progressé. Excellent joueur de blitz. Donc cavalier F3 pour Yildiz et F5 pour Magnus. Alors ça, c'est ultra intéressant parce que c'est une invitation à jouer une hollandaise. Et on va se retrouver dans une hollandaise avec B3 fou B2. Alors... vous avez remarqué hein, que les joueurs de haut niveau, en ce moment, ils adorent jouer avec la prise du centre. C'est la même structure que Magnus et ce fianchetto. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, le pion A5, cavalier A6, dame C7, d'accord, fou D7, tour E8, c'est probablement le plan. Et jouer pour E5. Donc, prise. Cavalier A4. D'accord, il attaque le pion E5. J'ai l'impression qu'il joue très bien là. Gurel. Là, il y a un problème. Problème pour Magnus, il faut défendre ce pion. Et il n'y a peut-être pas de manière agréable de le faire. Alors, je dois vous faire une confession. Je ne comprends jamais rien aux hollandaises. Donc là, je ne comprends pas vraiment la position en fait. Je dois vous dire comme c'est. Il joue E4, ça me paraît logique. Et il laisse la case D4. L'ordi sanctionne vraiment. Mais je comprends pas en fait. Hein. C'est... La position est compliquée, j'ai jamais trop les refs. Parce que pour moi, genre le truc vraiment logique là, c'est de faire fou D7, tour E8, mais je vois qu'il bondit pas dessus. Non, je sais pas en fait. Je sais pas. H5, j'ai l'impression que c'est un coup d'épée dans l'eau pour qu'il y ait G4. Et je comprends même pas vraiment le plan des blancs, tout en voyant qu'ils sont mieux. Mais le plan des blancs, c'est sûrement C5 pour cavalier B6 et fou C4. Ok, le plan des blancs, je vois à peu près. Du coup, je me poserai la question de B6. Pour C5, B5. Mais B6, c'est tellement dégueulasse visuellement. C'est ultra dégueu. Mais il fait fou D7. Donc ça veut dire qu'il veut C5, cavalier D5. Enfin, en tout cas, prétendre qu'il a la case D5. Je crois que Gurel fait une magnifique partie. Hein. Mais c'est un joueur que je trouve ultra talentueux. Lui et Erdogmus sont deux joueurs pétris de talent. Ok. Cache le rang à H8. Bon, fou prend A6. Je pense pas que ça puisse vraiment être une idée parce que le cavalier est mal placé pour le moment. Et je pense pas qu'on veuille donner ce fou contre la destruction de la structure de pion. Donc cavalier B6, ouais. Cavalier B8, d'accord. Donc l'idée sur cavalier D7, c'est jouer cavalier D7 et de revenir vers E5. Vous voyez que l'ordinateur sanctionne vraiment tous les coups des deux joueurs. Donc ça veut dire que... Moi déjà, j'y comprends rien, vraiment. Mais ça veut dire que les joueurs aussi, eux, ont du mal à comprendre vraiment les enjeux de la position sur l'échiquier. Les hollandaises, c'est vraiment très difficile à jouer. Tour D1, ça paraît ultra logique. Et F4 maintenant.
prise et prise F4. Alors l'ordi voulait faire ça, mais bien avant cavalier B8. En fait, il voulait pas du tout perdre de temps avec roi H8. Après roi H8, je peux comprendre que c'était une perte de temps. Parce que finalement, les blancs sont pas venus jouer fou... Enfin, seraient pas venus jouer fou C4 échec probablement. Donc fou C1, dame E5. Ok, le pion C5 peut être sensible. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment garder en ligne de mire. Et le plan des noirs, alors je sais pas. Peut-être qu'il veut cavalier H5, cavalier F4 pour s'approcher. En fait, j'ai du mal à voir comment on peut venir vraiment matraquer ce roi G1. Qui est... certes, on sent que les noirs veulent attaquer, mais je vois pas d'attaque directe. Alors là, il laisse dame prend C5. Ah, pour fou F4. J'allais vous dire chelou, mais en fait, pas chelou du tout. Très intéressant de la part de Gourel. Il veut fou D6. Qui semble plus ou moins imparable. Mais fou D6, Magnus pourra mettre la dame en G5. Et se laisser prendre et essayer de jouer l'attaque. Ah, je pense que les blancs sont très très bien ici. La position a l'air vraiment difficile pour Magnus. Qui joue quelque chose qui est moins dans son style hein, dans cette partie. Il joue un truc, la hollandaise, c'est une ouverture vraiment très dynamique, très offensive. Mais il trouve quand même la première ligne de l'ordi. Parce que c'est Magnus. Et là, il a vu que sur dame E4, cavalier C3, dame D3, il avait fou prend D4, cavalier prend E2 et dame prend D4 à la fin. Donc il a vu en fait qu'il allait réussir à mettre énorme pression sur D4. Et sur dame D2, il veut cavalier F4. Non mais ok, il est trop fort. C'est n'importe quoi en fait. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est tellement fort ce qu'il fait, parce que la position est ultra dure pour les noirs. Avec un cavalier en B8 mal placé, un fou D7 ridicule. Et il réussit à mettre une dame en A7, un cavalier en G4, un fou en G7. Et sorti de nulle part, regardez l'harmonie des pièces de Magnus Carlsen. Tour F8, dame A7 qui tape ici. Le fou G7 et la dame qui tapait sur D4. Le cavalier et le fou qui tapent sur H3. Et il a un genre d'harmonie sorti de nulle part. Et alors là, s'il trouve le dame C5 de l'ordi, avec idée dame G5 pour aller jouer l'attaque de mat, c'est un monstre. Alors absolu. Dame G5, dame C5, c'est tellement dur. Tellement dur. Parce que la dame, en fait, elle vient de faire tout un aller-retour pour aller là-bas. Il y a tout un tas de pièces mal placées. Et là, avec 27 secondes à la pendule et l'urgence... Ouais, ok. C'est hallucinant. Il va trouver dame C5 retour pour revenir avec dame G5. Non, non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Fou G4, très bien joué, mais fou prend D5. Prise et A4, ligne numéro 1 encore. Mais que fait la police? Mais que fait la police face à cet homme? Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter, il a toute la première ligne dans une position incompréhensible, d'une complexité monstrueuse. Il envoie la première ligne en toute détente, Magnus Carlsen. Cet homme n'est pas un homme, mesdames et messieurs, c'est un cyborg. Il est incroyable, il prend A3 maintenant. Bon, et là, est-ce qu'il va continuer? En première ligne, il peut pas continuer là. La première ligne, c'est cavalier D7, il l'aura pas, il va jouer B2, je pense. Là, s'il a cavalier D7, j'arrête tout. Bon, ça va, il l'a pas, heureusement, parce que là, j'en pouvais plus. De l'homme que l'on nomme Magnus Carlsen, dame E5. Et là, il va réactiver son cavalier, peut-être via A6, C5 et D3. Mais cavalier A6, il n'y a pas cavalier C5 en rebond. Il va peut-être la perdre, hein, quand même, Magnus. Elle est tellement dure à jouer avec les noirs, celle-là. C'est incroyable ce qu'il réalise, plus que 11 secondes contre 25. Guldis qui a une énorme pointe de vitesse. La partie est loin d'être terminée. Le cavalier qui vient en D4. Et là, il veut quoi? Il veut B1. Déviation et dame prend E4. Donc Magnus qui récupère le matériel. La position est très compliquée. Il y a peut-être un F3 miraculeux ici. Il joue tour B7, cavalier A6. Oh, si le cavalier connecte en C5, ça va être la cata pour Guldis. Ça peut être la cata si les cavaliers connectent. Ils vont être infernaux, ces cavaliers de l'apocalypse. Ils vont être à deux. Ah, et le cavalier qui va arriver en C5 qui connecte avec l'autre. Alors là, ça va être insupportable. Il y a G4 qui tombe. Il y a tout qui tombe pour Guldis. Mais que pouvait-il vraiment faire dans cette partie? Il y a quasiment rien à regretter. Il n'y a rien à jeter. C'est tout simplement partie versus le GOAT. Cavalier prend F2 et le cavalier E3 qui tombe au passage. Tour F8, prise F8. Et à la fin, un petit cavalier D3. Dame C3 et fou G7 et il n'y a pas de dame C8 parce qu'il y a le pion C6 en vie et il y aura dame prend F2 au prochain. C'est tout simplement le GOAT qu'il pense être, Magnus Carlsen. Quelle partie de malade mental, partie de taré, position incompréhensible et tout d'un coup,
Magnus, dans une position ultra compliquée, décide juste de mettre le turbo et de lui envoyer que de la première ligne dans la tronche. Il est insupportable, il est juste insupportable les amis. C'est un niveau, je sais pas si vous pouvez le ressentir devant votre écran, mais quand on est en face d'un truc comme ça, ça fait très mal et pas que à la tête, je vous le dis tout de suite. Donc Magnus leader avec Svane. On a Jules aussi qui est pas mal avec 6 points et demi. Il est bien placé, un demi-point derrière, il remonte Jules. Mais là on va avoir Magnus contre Hikaru. C'est écrit le Magnus contre le Hikaru. Oh, on a Magnus contre Jules. Alors là, mesdames et messieurs, Jules qui a battu Magnus la dernière fois. Est-ce qu'il va réussir à réaliser l'exploit une deuxième fois d'affilée? Oh, ça va être une grosse game. Magnus qui ouvre par E4, C5, D6. Alors, ça va jouer la sicilienne. Ouais, c'est incroyable, hein, parce que Magnus, c'est sûr qu'il se rappelle que Jules lui en a collé une la dernière fois. Et il lui sort pas le petit D4 tranquille. Il va dans la Najdorf. Il a vraiment envie de prendre du Jules à la gorge. On va voir ce que nous sort Jules dans cette partie. Énorme duel de champion de France contre le meilleur joueur du monde. Donc E5, cavalier F3, le fou qui va venir en C4, non il met le fou en G5, il tape sur le cavalier F6, fou prend F6 et cavalier D5. Donc l'idée de Magnus Carlsen ici, alors c'est pas une idée qui est inconnue, hein, c'est une idée qu'on connaît très bien, donc c'est de venir rapidement échanger le fou contre le cavalier pour dominer sur la case D5. Donc Magnus Carlsen qui va tenter d'imposer à Jules un combat stratégique autour de la case D5 en supériorité numérique sur case blanche, puisqu'il a 1, 2, 3 pièces mineures qui peuvent jouer sur case blanche et Jules n'en a que 2. Donc l'idée de Magnus, c'est vraiment de limiter au maximum l'importance du fou de case noire en bloquant les pions de Jules sur case noire et après de venir créer donc ce petit massage sur case blanche et de tartiner Jules, hein. C'est un peu l'objectif de Magnus Carlsen ici. Jules qui a déjà 30 secondes de retard, il va falloir que Jules réussisse un tout petit peu à accélérer là s'il veut avoir une chance. Pas se mettre trop tard au temps, mais je comprends la réflexion de Jules. En fait, il hésite entre des coups type tour C8 hein, d'attaque sur la colonne C, en gros, et un coup vraiment très direct comme B6 ou B5 de changement de structure de pion pour ramener le cavalier en B6. Donc il joue dame C8. Voilà. Comme je vous disais, c'était les coups de contrôle de la colonne. Et ici, est-ce que Magnus va partir sur un dame E2 voilà, ou sur un B3, il joue dame E2, donc il protège son fou et il joue le roc. Alors est-ce que Jules peut aller taper le pion A5? J'ai pas l'impression. Sur un dame C5 il y aura toujours du B4, donc Jules qui décale le roi, donc il s'enlève de problèmes potentiels, de cavalier E7 échec potentiel ou de problèmes sur la diagonale, et Magnus donc il joue tour FD1 et là il va commencer à pilonner le pion D de Jules. Non, là vraiment je peux vous dire que Magnus, la partie où Jules lui a mis la dernière fois dans ce Carlsbad qui était magnifique, il veut lui rendre la monnaie de sa pièce. Là il va falloir vraiment s'accrocher. Jules qui a le GOAT aux trousses. Alors F5, il veut casser le pion E4 pour casser du contrôle central. Le truc, c'est que pour le moment, il réussira de toute façon pas à se débarrasser du cavalier D5. Alors que se passe-t-il sur pion prend, fou prend et cavalier E3 pour toucher le fou et toucher le pion D6? Ça peut être un problème. En tout cas, Magnus qui prend en F5 et là, cavalier E3. Ouais, c'est la grosse question. Le cavalier en E3 qui est bien placé. Alors peut-être fou E4 pour tour prend D6, fou prend F3. C'est bien joué de la part de Jules, ce fou E4. Il l'avait vu avant de jouer. Il change la nature de la position. Malheureusement pour le moment, le joueur français qui a un pion de moins, mais il a peut-être du cavalier H5, cavalier F4. Ah, c'est exactement ce qu'il nous fallait. C'est bien joué de la part de Jules, ça c'est très bien joué, parce qu'il peut réussir peut-être à créer des problèmes. Tour E6 pour Magnus, cavalier H5, il veut cavalier G2 je suppose, pour contrôler la case F4. Costaud, hein. Costaud, très costaud. Très costaud. Ah, c'est très costaud. Qu'est-ce que ça joue bien côté Magnus ici. Pouah. Oh, Jules, il nous l'a énervé la dernière fois. Et alors là, le niveau de Magnus, il est stratosphérique, hein. Moi, j'ai la petite aide avec la turbine. C'est quasiment que la première ligne de A à Z. C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'il est en train de faire. Et Jules sort sa partie, hein.
Jules sort sa partie, il fait exactement ce qu'il faut faire contre Magnus, c'est-à-dire qu'il joue une position tactique dans laquelle il force Magnus à prendre des risques, et ce que Magnus est plutôt un joueur de contrôle, ce qu'il veut éviter au maximum, d'autant plus en blitz, mais là j'ai l'impression qu'il y a rien à faire. Bon, le cavalier qui revient en E3, maintenant que cavalier F4 est moins fort parce que la dame a plus contact avec H3. Mais que fait cet homme? Et Jules nous sort une très grosse partie, les amis. Vraiment très grosse partie aussi. Il résiste comme un joli diable. Maintenant, le diablotin, il va falloir qu'il profite de la moindre demi-opportunité. Là, il réussit quand même, Jules, à poser des problèmes. Ça, c'est bien. Magnus le domine hein, très nettement. Mais Magnus réussit pas à mettre le punch final. Et là, Jules va jouer dame D8, hein, c'est sûr. Il va vouloir repartir vers G4, c'est bien joué, Jules. Magnus réussit pas à mettre le punch, donc il a totalement dominé stratégiquement la partie, mais Jules s'accroche. Il s'accroche aux branches et il fait la partie qu'il doit faire. Et de toute façon, je pense qu'il peut pas faire mieux là. Il joue contre un monstre en fait. Il peut pas faire mieux que ce qu'il est en train de faire. Donc il faut simplement qu'il continue et qu'il espère avoir une demi-ouverture. Dame G5. Alors là, grosse question. Il va où le roi? Parce que F1, ça peut être tentant. Il me paraît moins bloqué qu'en H1 en fait, le roi. Genre si à un moment donné il y a cavalier F4, dame G2, ce sera pas mat. C'est pour ça qu'il va en F1. Fou C5, c'est bien ce que fait Jules une nouvelle fois. Il met une vraie pression. Puisqu'il vient taper sur le cavalier E3, il tape la tour. Tour E6, tour E7. Oh et là il y a H4. L'ordi montre H4 qui gagne. Ah et c'est trouvé. Alors c'est pas complètement terminé mais ça fait très mal parce que ça dévie la dame. Et Magnus qui va pouvoir jouer après tour prend E7 et dame prend E5. Ah, et là du coup il peut échanger Magnus en E7 et prendre en B7. Et là c'est pas la même parce que sur dame prend B7 l'idée de Jules hein, de base. Ah il a peut-être dame prend H4 encore. Bon ça doit être foutu mais peut-être pas complètement. J'avais pas vu la prise en H4 parce que l'idée de Jules c'est évidemment de prendre en E3 ici. Parce que le cavalier, il est vraiment fort en défense. Mais prendre H4, ça donne peut-être un dame H1, cavalier F4 encore. Cavalier D5. Ah, il contrôle la case F4, c'est bien joué. Bah, il joue tellement bien. Et dame B8 maintenant pour jouer le clouage et dame prend E5 sur échec. C'est un monument, cette partie. Cette partie est monumentale, les amis. Oh! Il a raté le fou... le fou C5. Il peut peut-être l'arnaquer encore. Elle est peut-être encore arnaquable pour Jules. Dame prend E3, dame H1, roi D2. Alors peut-être. Dame B1, Jules qui résiste encore un petit peu. Encore quelques coups. Magnus qui se retrouve très mal au temps, il peut suer. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas un seul échec pour le moment pour Jules. Qui va simplement tomber au temps. Bon, il a sorti une très très jolie game, Jules. Il n'y a rien à dire. Mais Magnus a été monumental. Monumental ce qu'il fait, Magnus. Ils sont plus que 2 à 8. Magnus Carlsen contre Hikaru Nakamura. Ce sera la prochaine partie, mesdames et messieurs. C'est bon, on a la partie. Magnus Carlsen, donc avec les pièces noires, contre Hikaru Nakamura. Ça a commencé par E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5, une espagnole, A6, fou A4, cavalier F6, petit roc. Et donc maintenant, Magnus Carlsen qui doit réfléchir au setup qu'il va employer. Alors c'est un moment assez étonnant pour réfléchir. C'est un moment même très 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 étonnant pour la réflexion. Aurait-on un problème de serveur sur Chess.com? Serait-ce possible? Serait-ce simplement possible, mesdames et messieurs? Parce que là, ça paraît très bizarre. Et oui, on a eu un petit souci. Et donc, c'est un Gambit Marshall. Bon, j'essaye de vous passer la partie comme je peux. Je fais mon maximum pour que vous puissiez la suivre. Donc, c'est ce qu'on appelle un Gambit Marshall. Je suis passé très très vite, mais tout ça est très théorique. Et généralement, quand ils jouent cette variante, les deux, ils font une nulle assez rapide. Ils avaient joué beaucoup de parties comme cela l'un contre l'autre au Speed Chess Championship.
Et généralement, quand ils font ça, là, c'est tour 2, fou prend des 5, ça va tout s'échanger. Et j'ai l'impression que la montagne est en train d'accoucher d'une souris. Et qu'on va se retrouver avec un match nul rapide et des échanges massifs. Sur l'échiquier, Hikaru qui a refusé le jeu. L'enjeu a peut-être tué le jeu dans cette partie. Et là, j'ai l'impression qu'on va juste se diriger sur quelque chose de théorique et une nulle assez rapide et sans histoire. Donc ouais, je pensais fou prendre des 5, puis on prend des 5, tour D1, tour B2, tour B5 et draw. Ça devrait être une nulle, bien nulle. Vraiment sans histoire du tout. Ouais, c'est la partie, hein, prise. Si je joue avec B4, il y aura tour C2. Tour A3, roi F7. Ah, la tour prend C3. Ouais, bon, c'est égalité matérielle. Et la nulle est signée entre les deux joueurs. La montagne a accouché d'une souris. Mais Magnus Carlsen ne pouvait pas faire plus dans cette partie que d'accepter la nulle. Et Magnus Carlsen qui joue contre le joueur allemand Fredrik Svane. Ah, il va falloir faire attention, c'est un joueur très dangereux, le joueur allemand. Cavalier F3, D5 et G3. Donc il joue le cavalier F3 mais sans le B3 pour le moment. Mais vous le voyez, hein, il adore vraiment mettre ses fous en fianchetto. Et Svane là qui a décidé de jouer un setup avec E6, D5 qui se poursuit souvent avec B6 et fou B7. On va voir s'il le fait dans cette partie. En tout cas là finalement de fil en aiguille, ça ressemble un petit peu à une catalane hein, avec D4, C4 et le fou en G2. Alors est-ce qu'on peut tenter pousser la prise d'espace avec les blancs? Je n'en sais rien. En tout cas Magnus qui se développe. Ici, cavalier D2 est joué. Et donc là, Magnus, son idée, à mon avis, c'est de jouer E4 afin d'échanger le pion D contre le pion E et rester avec un avantage structurel. Alors, est-ce qu'il va le jouer tout de suite ou pas? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, c'est clairement un des coups qui pourrait être au menu. Tour E8, il prépare peut-être un coup de E5 quelque part dans une variante. Magnus qui continue par tour D1. Il se place en face de la dame adverse qui vient en E7, là toujours la même question, est-ce que C5 et B4 est une option? Il faudra avoir le temps de jouer fou B2 et d'interdire E5, mais il joue avec E4, donc c'était les deux gros coups thématiques de la position, donc prise du centre côté blanc. Maintenant à voir si pion prend, cavalier prend, dame prend, est-ce que les noirs pourraient jouer rapidement E5 pour casser l'emprise centrale de Magnus? Ça c'est la question que l'on pose à Fredrik Svane. En tout cas là les blancs ont une menace très directe qui était E5 et il joue E5 lui-même direct. Alors c'est très rare d'avoir 4 pions dans le carré et là j'ai envie de dire il faut calculer. Côté Magnus, là, il faut voir un peu tous les échanges possibles. Donc, prendre D5 en premier, prendre E5, prendre D5 comme ça. Il y a beaucoup de possibilités, de changements de structure. Donc là, c'est un mélange de compréhension et de force de calcul afin de trouver la bonne solution. Il joue prend D5 pour commencer. Puis on prend D5, d'accord. Puis on reprend D5. Sur E4, je pense qu'il veut tour E1 pour effectuer un clouage le long de la colonne E. Et sur cavalier prend D5, il doit avoir masse d'options, dont cavalier C4 qui semble très fort parce que ça touche pas mal de choses. Magnus à qui il ne reste 2 minutes 2 et 2 minutes 2 en face aussi, donc égalité au temps. Mais il semble là que Magnus réussisse une meilleure sortie d'ouverture que son adversaire, parce que ce pion E5, il va falloir le manger. Et là, je pense qu'il veut tour E1. Je pense qu'il veut tour E1. Il y a cavalier H4 aussi potentiellement. Je pense que tour E1 c'est très logique. Hein. Cavalier B6 et cavalier B6. Ok. Donc maintenant les noirs vont récupérer D5 c'est sûr. Mais si on joue cavalier G5 on va récupérer E4 aussi. Donc il semble que Magnus réussisse à sortir de ce schmilblick avec un pion de plus. Mais cavalier G5 il va y avoir fou F5 encore. Probablement ça c'est bien joué de la part de Svane. En gros, ce que veut le joueur allemand, c'est réussir à poser des problèmes à cause du retard de développement du fou C1. Donc là, maintenant, c'est le cavalier E4 qui est doublement cloué. Et en gros, ce que veut faire Svane, c'est poser un problème pratique au blanc de difficulté pour réussir à se dégager de ce cavalier E4, donc qui subit un double clouage.
le long de la colonne E et le long de la diagonale B1 H7. Bon, c'est position complexe, on est au 15e coup de la partie. Entre le 14e et le 18e coup, donc ça peut poser problème à la sortie de la variante tactique côté allemand. 20 secondes d'avance pour Magnus maintenant. Frederik Svanö qui est en train de souffrir, mais il faut dire que la position est relativement compliquée à jouer. Maintenant, c'est plus de 30 secondes de retard qui est en train d'accuser Svanö. Il passe sous la minute. Là, il commence à être en difficulté. H6. C'est bien joué, cavalier F6, cavalier E4, dame G6. Donc il veut appuyer fort sur le clouage. Et Magnus qui va devoir sortir de cette étreinte réalisée par Svanö. Fou D2, donc ça lui permet de se déclouer déjà d'une première chose. Mais maintenant, il va falloir se déclouer de la deuxième. Qu'est-ce que c'est le temps? C'est un petit 30 secondes d'avance qui prend D5. Et c'est le 18e coup. Et souvent, le 18e, c'est un problème pour les joueurs allemands. Et là, ouais, sortie 18e coup, on voit la barre d'évaluation en 19 qui monte fort côté Carlsen. Qui attaque maintenant le cavalier D5. Et l'idée, c'est que sur fou prend E4, tour prend E4, il y a dame prend D5. Et ça attaquera E4 et B7. Et oui, le 19e qui fait très très mal. Très mal. Il a fait l'erreur au 18e coup, Svanö. Et là, à mon avis, il n'y aura pas de proposition de nul. Pas d'armistice donné par le joueur norvégien dans cette partie. Qui va, tel un ogre, prendre un deuxième pion d'avance. Et tout simplement écraser l'Allemand tant qu'il le peut encore. Donc tour 8 qui va être joué. Et là, peut-être qu'il va jouer tour E4 avec idée dame E4, tour E4 et un petit coup de fou C3 avec la tour qui va arriver en E1. Ça paraît tout à fait possible. Il y a aussi dame prend B7 d'ailleurs qui vient prendre un pion. Là, il peut aussi faire dame prend B7, prise, dame il y a dame B1 à la fin de la variante, vous allez le voir. Et là, sur roi F1, il y a encore dame prend A2. C'est pas encore complètement terminé. Attention, Magnus qui a laissé le joueur allemand dans la partie. Il faudrait pas qu'il se réveille dans une dizaine de coups. Au risque d'avoir une position nettement plus compliquée après pour terminer le boulot. Même si ça devrait le faire, côté Magnus, le fou en C3 qui protège absolument tout. Il avance le pion A maintenant, Svanö. Et il va vouloir jouer pour A4 et A3 pour se débarrasser de ce pion. Et Magnus qui a peut-être pas le temps matériel de jouer D5, D6 dans de bonnes conditions. Alors peut-être qu'il va jouer dame A8. Paraît pas idiot dame A8. Pour contrôler le pion et clouer le fou. Mais j'imagine que l'idée sur dame A8 c'est dame B3. Donc il fait D5. Et dame A8 maintenant. Dame C4, menace dame E4, D6, dame D5. Oh, ça, c'est une dame. Ah, en 31. Il a perdu en 31, Svanö. Ah, il n'a pas réussi à avoir les bonnes personnes pour continuer le combat. Et donc, il s'écroule. Et victoire de Magnus Carlsen avec les pièces blanches. Qui passe à 9 points et demi. Alors qu'Hikaru Nakamura s'est incliné. Et donc, Magnus, maintenant... seul leader qui va jouer la dernière partie contre Christopher Yu. Allez, c'est parti pour cette dernière ronde. Magnus Carlsen avec les pièces noires contre Christopher Yu. 9 sur 10 pour le joueur américain. 9,5 pour Magnus Carlsen qui n'a concédé qu'un seul demi-point contre un Hikaru un petit peu pleutre dans leur partie. Qui a décidé de complètement temporiser. Et Magnus qui envoie la sicilienne. Et c'est une Rossolimo jouée par Christopher Yu qui n'a pas osé prendre le centre. Magnus qui met le fou en G7. Et ici, on va voir comment il continue. Un plan avec E5 est possible. Donc, avec l'idée de venir complètement interdire le coup D4. Et donc, on a repris du pion D. Ça permet un développement
plus rapide, notamment du fou C8, et structurellement dans cette position précise, c'est pas une mauvaise idée de prendre vers l'aile. Donc là, les pièces qui se placent, le cavalier qui vient en C4 qui menace de gagner le pion E5, donc Magnus qui va devoir bouger son cavalier afin que le fou G7 puisse protéger le pion E5. Donc il y a plusieurs manières de réaliser cela, par exemple cavalier H5 avec l'idée d'aller vers la case F4, ou cavalier D7, un coup plus solide qui protège au passage aussi le pion C5. Mais Magnus qui réfléchit, peut-être ne se rappelle-t-il pas exactement de sa prépa. Donc cavalier D7 A4 avec l'idée de venir renforcer la position du cavalier en augmentant le contrôle de la case B5, la tour qui vient en E8, la dame qui vient en C1, donc peut-être avec l'idée de jouer le fou sur la case H6, et Magnus donc qui navigue son cavalier, qui va peut-être aller vers la case E6, le pion E5 est toujours protégé 2 fois, et le cavalier de Magnus va se diriger vers D4 ou vers F4. Là, Magnus qui joue F6, donc Magnus qui décide de se séparer, enfin qui accepte de se séparer de son fou de case noire et qui va vouloir remplir le rôle des cases noires avec les pions. Là, Magnus qui est en train de faire une très bonne partie. Vous voyez que stratégiquement, il est vraiment en train de dominer son sujet. Il sait exactement ce qu'il fait, Magnus. Fou A6, il veut se débarrasser du cavalier. Et maintenant, tour D8, on a une impression de solidité dans la position noire et les blancs qui sont vraiment dans une position d'attente. Christopher Yu est peut-être en train de chercher un match nul ici, mais qui conviendrait aussi à Magnus, qui remporterait le tournoi de cette manière-là. Après, pas certain que Magnus souhaite laisser un demi-point à Christopher Yu, qui met le cavalier en G4, et donc là il crée une menace très directe. C'est dame H6 échec, suivi de cavalier prend F6, qui a été paré par tour F8, Magnus Carlsen qui protège donc le pion. Pion prise en D4, prise en D4. Et donc ce qu'il veut faire Yu dans cette position, c'est venir vraiment bloquer le fou de case blanche avec l'aide de sa chaîne de pions. Et là, tour F1 apparemment est une erreur pour l'ordi à cause de F5. Oh, qui peut peut-être jouer sur le manque de cases pour le cavalier, puisque F5 ça continuerait par EF, GF, dame H6, roi H8, cavalier F6. Et ça, Magnus est en train de le calculer. Il y aurait peut-être un coup de Trafalgar à la fin. En tout cas, moi, je ne le trouvais pas. Et Magnus ne l'a pas trouvé non plus. Donc, il a joué G5 avec l'idée de jouer H5, donc de chasser le cavalier. Mais Yu qui s'est donné, grâce au roi G1, une case pour son cavalier. Mais Magnus qui fait une énorme prise d'espace et qui veut interdire maintenant la case G4 au cavalier via un coup comme fou C8. Donc, le fou qui revient en C8 qui touche la case G4. Donc, maintenant, le cavalier est à la merci d'une prise de Magnus. Magnus qui va maintenant vouloir, maintenant qu'il a complètement condamné entre guillemets le jeu à l'aile roi, il va vouloir aller jouer bien évidemment à l'aile dame et ouvrir la position avec un B5. Donc là il tournicote un petit peu, ça lui permet peut-être de faire perdre un petit peu de temps à Christopher Yu. Là est-ce que fou prend G4 et son idée semble pas, la position serait trop fermée, mais il joue tour H8, alors peut-être maintenant il veut prendre et H3, mais je pense pas non plus. Donc je sais pas, il est en train de tournicoter. Mais pas sûr qu'il puisse faire beaucoup mieux que... Ah, il veut ramener le roi en... Pouah, il fait un transfert du roi Magnus. Non, est-ce qu'il va jouer avec C5? Je crois pas qu'il veuille. Mais du coup, attention, parce que Yu va pouvoir... peut jouer avec B4. Ouais, Yu qui joue vraiment pour faire nul. Hein. Yu qui veut vraiment jouer uniquement pour nul. Et ça peut... Ça peut suffire... Parce que Magnus n'a pas vraiment de manière d'ouvrir la position, semble-t-il. F5 semble pas une manière. Et ça va temporiser et terminer là-dessus. Allez, bien joué de la part de Magnus, hein, qui va s'assurer la première place, ou presque. C'est pas encore complètement terminé. Enfin, c'est terminé au départage aussi, c'est pour ça qu'il a fait cette petite nulle à la fin. Et donc, classement final du tournoi, c'est donc Magnus Carlsen qui s'impose après des parties absolument impressionnantes devant Bharat qui vient de battre Hikaru dans la dernière partie.
et Shimanov qui termine 3e. Les prix sont complétés par Christopher Yu et Eric Gaisi. Merci à tous d'avoir regardé ce tournoi. Il était vraiment exceptionnel. J'espère que vous avez passé un super moment en ma compagnie. Franchement, c'était vraiment très incroyable. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. That's right. C'est la Hesse. C'est la